Maintenant, c'est Tristan, petit Girard. Excuse-moi, tout à l'heure. Voilà, qui va prendre le relais avec Little Boy, la passion de Jean-Pierre Canet. Canet, qui, hélas, n'est pas là aujourd'hui. Ne pouvait pas, il était très loin et il ne pouvait pas venir. Je demandais à tous les acteurs de venir sur scène tout de suite, s'il vous plaît. J'ai demandé, vous voyez, à Avignon, c'est super. En lisant ce texte, je vous expliquerai pourquoi, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de mon ascendance, j'ai eu envie d'un instrument de musique. Et j'ai mis un post Facebook pour trouver une violoncelliste et j'ai pas réussi à trouver. Et je suis en train de tracter pour mes spectacles et je tombe sur Maëlys et je dis ah je fais un truc au conservatoire pour SACD, et puis, ah, j'adore peut-être la musique, je fais ça, est-ce que tu viendras intervenir? Donc Maëlys Parizeau m'a fait la gentillesse de venir avec nous, voilà. Et vous verrez pourquoi il y a un violoncelle. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, juste, ce qui est formidable, c'est qu'on a tous choisi des textes très différents. Moi j'ai beaucoup aimé ce texte. Je vais juste te demander, afin que tu nous mettes dans le contexte, est-ce que tu veux bien lire le résumé, s'il te plaît, Pierre, qui est à la fin, qui doit être à la toute fin. Voilà, juste le résumé, que ça vous mette un peu dedans. Quelques instants avant le largage de la bombe au-dessus d'Hiroshima, le pilote américain George Kane aperçoit une jeune femme japonaise. Cette vision le possède. De retour aux États-Unis, il ne supporte pas d'être accueilli en héros. Il lui est impossible de renouer avec sa vie d'avant. Il fuit le contact des siens, et notamment de sa femme Fanny. Il se fait appeler Little Boy, nom donné à la bombe atomique. George Kane entend Albert Camus à la radio, seul intellectuel occidental à dénoncer Hiroshima. Il part pour la France. 25 ans plus tard, une jeune fille enquête au centre de la mémoire d'Hiroshima. Elle apprend l'identité de ses parents. Son père est officier américain. Un certain George Kane. Elle le retrouvera à Paris dans une chambre d'hôtel. Voilà. Je vais essayer de vous faire écouter certains passages parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce texte. On va commencer avec la première scène avec Olivier Citruc qui va faire George Kane du Little Boy. On a également Fanny, Morgane, je vais te demander de faire Fanny. Et on a l'officier, je vais te demander Pierre de faire l'officier. Donc Olivier, on va te mettre, viens ici, au début assis, voilà. Debout de part et d'autre, on va avoir ici l'officier et de l'autre côté, voilà juste à côté du violoncelle. D'accord. Juste là. Et vous pouvez rester là. C'est assez drôle, juste, je vous lis la didascalie parce que c'est assez symptomatique de notre travail aussi de metteur en scène. La didascalie de Jean-Pierre Canet, c'est un vent de poussière rouge, George Kane est là-haut, proche de son vertige, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, parce qu'on ne sait pas s'il fait jour ou nuit dans le cœur d'un homme. J'aimerais que la lumière parvienne parfois de l'intérieur de sa bouche, et s'il ouvre sa chemise, qu'il se mette à vanter plus fort. Alors, je ne vais pas mettre un projecteur à l'intérieur de la bouche d'Olivier, je ne vais pas mettre un ventilateur à l'intérieur de sa chemise, mais à nous, ça nous donne des indications plus que tout d'un coup exactement ce qu'il faut faire. Ça nous donne des indications de qu'est-ce que ressent le personnage à ce moment-là. Et malgré tout, même si ça peut paraître abstrait, pour nous, c'est une super nourriture. Voilà. Et juste pour vous dire, un peu comme Anne, c'était drôle, on a la même méthode. Je ne dis jamais rien aux acteurs tout de suite. Et c'est ce qu'a fait Anne. Et je pense qu'on fait ça pour ne pas se priver de ce qu'ils peuvent nous proposer. Et donc, voilà, je ne vais rien leur dire tout de suite. L'impression. L'impression énorme. Il faut proposer un truc alors. Comme ça, je les laisse aller au charbon. Comme ça, c'est eux qui donnent les idées. Et puis nous, on prend après, derrière, ça vient de nous. C'est formidable. Quand tu veux, Olivier. Je revois les oiseaux fous, épinglés. Je revois les grandes ailes de notre avion. Le ventre galbé d'un nouveau jour se profilait par le hublot. Matin, on aurait dit matin. En bas, les sirènes devaient hurler et j'ai eu envie de me jeter. Il y avait une ville et notre avion de tueur n'avait pas de visage. Cette ville serait notre cible. Moi qui n'espérais plus. C'est ainsi que je t'ai rencontré. Il faut que je raconte notre histoire qui est la plus belle et la plus tragique des histoires d'amour. Je sais que tu écoutes. J'embrasse tes paupières. Avant de m'engager, j'ai toujours vécu à Richmond. Ok, on va se reprendre le début.
C'est une pièce vraiment où il est après, où il est sur la mémoire, où ça lui revient. Il dit, Jean-Pierre, qu'il a une tenue d'aviateur et un masque à oxygène. Alors je vous explique pourquoi j'ai voulu ce violoncelle. Il y a beaucoup dans la pièce de moments où il dit on entend les bruits de l'avion, on entend les bruits de l'avion, et je m'étais dit j'ai pas envie d'une atmosphère où tout d'un coup on entend des bruits forcément de guerre, et donc le violoncelle va symboliser en fait tout ce bourdonnement d'avion et la bombe atomique qu'on a appelée Little Boy. Si on était au plateau, il y aurait une jolie lumière sur... Donc je voudrais en fait que tu rentres musicalement après quand il dit je revois les ailes de notre grand avion. Et ils improvisent tous les deux avec un bourdonnement plus sourd, comme si d'un avion. Et toi, Olivier, t'es pris par ce bourdonnement. Et il y a vraiment deux temps. La pièce est beaucoup comme ça, où il est dans le souvenir et après dans quelque chose de réel. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, tu es dans le souvenir. Et après, quand tu te lèves sur avant de m'engager, et tu es presque très dégagé, et tu leur parles. Il n'y a plus la souffrance. Toute la première partie, il y a la souffrance. Et la deuxième partie, tu te lèves et tu es dégagé, et tu racontes l'histoire avec beaucoup plus de distance. Ok ? Et du coup, toi, tu t'arrêtes au moment où lui se lève, à ce moment-là. Tu vois, parce qu'on a quitté le souvenir de... Tu t'arrêtes à ce moment-là, Maëlys. Ok ? Et on commencerait pas par la musique à ce moment-là? Non, elle rentre après... vous voyez, on se connaît, on a travaillé souvent ensemble. non, elle va commencer un peu plus tard, mon cher. Je revois les oiseaux fous, épinglés. Je revois les grandes ailes de notre avion. Le ventre galbé d'un nouveau jour se profilait par le hublot. Matin. Alors, on va juste le reprendre. Ça fait énormément de bruit l'avion. Joue fort, et tu peux pas le dire aussi doucement. Pour qu'on soit pas justement dans une nostalgie et qu'on n'attaque pas le spectacle sur une nostalgie un peu pesante. C'est quelque chose d'actif. Je les entends, ils sont là, et il y a du bruit, et je suis obligé de parler au-dessus. Comme ça, jusqu'au moment où tu vas avoir la rupture, où tu vas pouvoir t'adresser à eux beaucoup plus. Voilà, j'étais là, ça s'est passé comme ci, Mais ça fait beaucoup de bruit, ça t'oppresse. De quoi faire plaisir à Olivier, joue depuis le début. Vas-y. Je revois les oiseaux fous, épinglés. Je revois les grandes ailes de notre avion. Le ventre galbé d'un nouveau jour se profilait par le hublot. Matin, on aurait dit matin. En bas, les sirènes devaient hurler, j'ai eu envie de me jeter. Il y avait une ville, et notre avion de tueurs n'avait pas de visage. Cette ville serait notre cible. Moi qui n'espérais plus, c'est ainsi que je t'ai rencontré. Il faut que je raconte notre histoire, qui est la plus belle et la plus tragique des histoires d'amour. Je sais que tu écoutes. J'embrasse tes paupières. Avant de m'engager, j'ai toujours vécu à Richmond, capitale de la Virginie. Souvent, je me baladais au bord de la rivière James et je me disais « Ah, que l'Amérique est profonde, ah, que l'Amérique profonde est impénétrable. Mon Dieu, que tout est ordinaire. Et pourquoi Dieu passe-t-il son temps à faire des ronds dans l'eau ?» J'ignorais le grand souffle de l'histoire, que ça allait me débouler entre les reins comme un cheval au galop. Ma femme s'appelle Fanny. Tu es là? Fanny Kane. Je crois pouvoir dire que j'étais un bon mari, un bon père. Nous avons 3 enfants. Un bon pilote, surtout. Enfant, déjà, les avions me faisaient rêver. Mais il y a longtemps que je ne joue plus. Quand j'ai reçu mon ordre de mission, j'ai laissé ma femme et mes enfants. Je suis parti faire la guerre dans le Pacifique. Avant de te rencontrer, j'en étais là, à partager la cantine des officiers et les certitudes de l'état-major de l'US Air Force. Je me souviens que j'avais juré sur la Bible, le cœur serré, le regard fier. Mais mon Dieu de l'époque, plus patriote que miséricordieux. Reprends juste ça, le moment... Et mon Dieu de l'époque. Revis le moment, tu sais, où il est en face et jeune soldat, et il était hyper heureux, et ça y est, j'allais m'engager, et j'allais y aller. Le moment où il jure sur la Bible, tu vois, il revit ce moment-là. Enfant, déjà, les avions me faisaient rêver. Mais il y a longtemps que je ne joue plus.
Quand j'ai reçu mon ordre de mission, j'ai laissé ma femme et mes enfants, je suis parti faire la guerre dans le Pacifique. Avant de te rencontrer, j'en étais là, à partager la cantine des officiers et les certitudes de l'état-major de l'US Air Force. Je me souviens que j'avais juré sur la Bible, le cœur serré, le regard fier. Mais mon Dieu de l'époque, plus patriote que miséricordieux, je crois bien qu'il s'en était allé hurler avec les chacals. Je me sentais prêt à me battre pour la patrie. En vérité, notre belle civilisation avait l'œil crevé et mes rêves étaient à sec. J'aurais effrayé mes rêves. La foudre. Jinko. C'était le 6 août 1945 à 8h15. D'abord la foudre. Ok, super. On va se faire la deuxième scène, Pierre. Ouais. Avec toi, le récit de l'officier. Donc pareil, tu vas prendre cette même place au début. Et juste pour s'amuser, on va se faire l'enchaînement entre les deux. Parce que par exemple, là, Jean-Pierre Canet, il dit en didascalie, version éraillée, dissonante de l'hymne américain, bruit sourd de l'avion et balayage de la nuit comme par un radar. Donc l'idée, ce serait par exemple, si on était au plateau, pour enchaîner cette scène, ce serait musicalement que Maëlys enchaîne entre les deux et que ça puisse passer par le violoncelle pour passer d'une scène à une autre. Donc je voudrais juste qu'on se reprenne la fin de la scène 1 quand tu dis, Olivier, en vérité, notre belle civilisation avait l'œil crevé. Maëlys, elle va rentrer après en vérité. Ok. Et pendant ce temps, toi, Pierre, tu vas aller t'asseoir et tu vas prendre la place de l'officier. Jinko. Jinko. En vérité, notre belle civilisation avait l'œil crevé. Attends, son top, c'est en vérité, donc si tu ne le laisses pas rentrer. Je me sentais prêt à me battre pour ma patrie. En vérité, notre belle civilisation avait l'œil crevé et mes rêves étaient à sec. J'aurais effrayé mes rêves. La foudre. Jinko. C'était le 6 août 1945. D'abord la foudre. À 8h15. Servir. Je l'ai juré à mes supérieurs, je l'ai juré au garde à vous face à notre drapeau étoilé, servir mon pays qui est la plus grande démocratie du monde. Ce 6 août, il faisait encore nuit quand le commandant Paul Tibbets nous a révélé le but de notre mission. Une première dans l'histoire de l'humanité. Je me souviens quand il nous a dit « Il faut réussir, les gars, c'est un devoir. » Ok, super, merci Pierre. Ce qui est intéressant, je crois, dans ce où ça nous interpelle tous, c'est qu'en fait, Hiroshima, on se demande tous est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il ne fallait pas le faire. Il y a toute la théorie de dire si on n'avait pas fait Hiroshima, on aurait eu 15 fois plus de morts derrière. Et le fait d'avoir tué beaucoup de monde d'un coup, ça a permis de sauver des vies. Donc je pense que la pièce de Jean-Pierre Canet fait cet écho à nous. Et elle doit faire cet écho dans chacun des personnages. Par exemple, on a le personnage de George Kane qui effectivement le vit très mal et qui va se faire Little Boy. Et j'aimerais, imagine que quand tu fais cette scène, tu es comme en face d'un tribunal où tout le monde te dit c'est pas bien, et lui il est persuadé que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire. C'était lui, non, j'ai fait mon devoir, quoi. J'étais un soldat, et me dites pas que c'était le contraire. Et il en est hyper fier, et il le revendique. Donc tu es au pilori, tu as tout le monde qui te dit non, vous avez tué. Non, et lui, non, c'est comme ça, quoi. Je suis un soldat, j'ai fait mon travail, et j'ai sauvé des millions de gens. Mm-hmm. C'est moi qui démarre? Ouais, c'est d'accord. Servir. Je l'ai juré à mes supérieurs. Je l'ai juré au garde à vous face à notre drapeau étoilé. Servir mon pays qui est la plus grande démocratie du monde. Ce 6 août, il faisait encore nuit quand le commandant Paul Tibbets nous a révélé le but de notre mission. Une première dans l'histoire de l'humanité. Souris-le, ça. Je me souviens. Je trouve ça formidable. Une première dans l'histoire de l'humanité. Je me souviens quand il nous a dit « Il faut réussir, les gars. C'est un devoir. »
Je ne suis pas un homme froid, bien au contraire. Et pourtant, ce matin-là, je ne ressentais aucune tension particulière. Je me l'interdisais. Quand on transporte une bombe de la puissance de Little Boy, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut être précis, meilleur qu'un artisan. Ce n'est plus un job, ça devient un art. On va juste refaire un truc pour le faire exister. Tu te lèves un petit peu avant, et la bombe, c'est le violoncelle. Donc tu vas, tu vois, juste avant. Débrouille-toi pour te lever un tout petit peu avant, te diriger vers le violoncelle qui est comme la bombe. Et tu peux parler, et la bombe, c'est le violoncelle, donc elle est là. Ok ? Je ne suis pas un homme froid, bien au contraire. Mais ce matin-là, je ne ressentais aucune tension particulière. Je me l'interdisais. Quand on transporte une bombe de la puissance de Little Boy, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être précis, meilleur qu'un artisan. Ce n'est plus un job, ça devient de l'art. Il faut être efficace, garder la pleine maîtrise de soi, servir de son mieux, toujours. La seule chose qui me gênait, était cet arrêt coincé entre deux dents. C'est que la veille, pour mieux comprendre l'ennemi, j'avais mangé du poisson cru. Sushi. Dans l'Enola-Gay, chacun était à son poste. J'ai vu l'ombre froide de notre avion se profiler sur une mer verte et nous survolions déjà la côte occidentale du Japon. La matinée était claire, la ligne d'horizon à peine frémissante. Le soleil ne tarderait pas à darder, noueux et enserrant comme un serpent. Il surgirait aussi au ras des hommes. Rien ne ressemble plus au soleil qu'à la peur. Rien ne ressemble plus au soleil que la peur. Nous allions contre un vent cru. Quelques instants avant le largage de la bombe, je ne sais pas, quelques secondes peut-être, l'un de nous a crié « Petite !» Je suis sûr que ce cri provenait de l'intérieur. Je veux dire que il provenait de l'intérieur de l'avion, une bouillie inintelligible. Quelque chose qui fait mal, presque animal. Et pourtant certains ont prétendu discerner le sens de quelques mots. Sauve-toi, petite! Mais quelle petite, je vous le demande? Moi, ça me paraît impossible que quiconque ait prononcé ces mots-là. Aucun de nous n'aurait pu. Les pilotes chevronnés dont on ne comptait plus les missions, tous des militaires expérimentés et des hommes de raison. Vous conviendrez que c'est tellement incongru, pour ne pas dire ridicule. Le bruit du moteur, vous comprenez? Ils avaient du mal à entendre. Je refusais d'ailleurs de témoigner. Je vous demande d'effacer cet enregistrement. Il y a une didascalie très drôle. Il retire l'arête du poisson coincé entre ses dents. Mission accomplie. Super, merci beaucoup. On va se faire la scène 4 avec Fanny, donc Morgane, et George Kane. Je vais vous demander de venir tous les deux debout, s'il vous plaît. Face. Et ce qui est drôle dans cette scène, c'est il y a beaucoup, comme s'il y avait une masse de journalistes en face, et elle raconte des choses intimes, et en même temps elle ne peut pas se laisser à son émotion parce qu'il y a énormément de journalistes. D'accord. Quand mon mari est rentré chez nous à Richmond en Virginie, il m'a furtivement embrassé sur les joues parce qu'il y avait trop de monde autour de nous. Des officiels, des militaires et cette foule d'anonymes qui agitaient des milliers de drapeaux de toutes les couleurs de la nation. Qu'importe tous ces gens, c'est toi, c'est moi, enfin. Alors, on va
toute cette émotion, elle est magnifique, mais elle reste là. D'accord, ok. Et c'est la parfaite américaine, avec le culte qu'on a dans ce pays de l'armée, de bienséance, qui est obligée de garder le sourire parfait. D'accord, ok. Et tout ce que tu as là, tu le gardes là. Et elle est obligée de lutter en permanence. Dans les temps où tu peux, à des moments, si tu veux, sur une respiration, nous le faire sentir. Mais au-delà, elle est parfaite. Okay. C'est vraiment l'américaine parfaite. Non, non, mon mari, non, mais j'ai fait une tarte. La tarte est derrière. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez venir manger. Mais non, non, mais je ne vais pas montrer que... Et elle garde ça, tout ça. Ok. Quand mon mari est rentré chez nous à Richmond, en Virginie, il m'a furtivement embrassé sur les joues parce qu'il y avait trop de monde autour de nous. Des officiels, des militaires. Très bien, c'est super, c'est ça. Il m'a furtivement embrassé sur les joues. Ça veut dire qu'il t'a pas pris embrassé. Non, et c'est juste, non, c'est parce qu'il y avait du monde. Sinon, vous en faites pas. On est un couple parfait, on est un couple modèle et on est ensemble et on s'aime. D'accord. Okay. Quand mon mari est rentré chez nous à Richmond, en Virginie, il m'a furtivement embrassé sur les joues parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de nous, des officiels, des militaires. Des gens une foule d'anonymes qui agitaient des milliers de drapeaux de toutes les couleurs de la nation. Qu'apportent tous ces gens? C'est toi, c'est moi, enfin. Il a d'abord fait semblant de ne pas nous voir, Candy et moi, puis il a semblé gêné. Mais qu'est-ce qu'il y a, Georges? Georges est resté là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce que disait, mon mari est devenu un héros. Pour faire plaisir aux journalistes, Georges a pris sa fille dans ses bras, mais il s'est forcé un peu. Lui, superbe, dans sa tenue d'officier de l'US Air Force, avec notre petite rouquine aux nattes joliment tressées, jupe blanche et soquette assortie. Il y aurait la photo dans les commerces de Richmond, même chez coiffeur, même à la station-service. Candy, qui est notre aîné, lui a dit « Papa, tu as sauvé l'Amérique et le monde !» On a souri. C'était un curieux sourire. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Alors, essaye, on va reprendre un peu, tu peux continuer. Lui, il est mal, et toi, tu veux garder cette image du couple. D'accord. Donc, tu peux le prendre par le bras, tu vois, et lui, il veut se détourner, mais toi, tu veux garder cette image. Il est en tenue, à côté de toi, en tenue magnifique, il est comme en tenue, mais toi, tu veux garder cette image. Ouais. Nous sommes rentrés à la maison, j'ai fait repeindre le living. Pour lui plaire, je m'étais acheté une jupe en soie et une veste gancée de chez Chanel. Je lui ai demandé s'il avait remarqué pour le living et ce qu'il pensait de ma nouvelle tenue. Il me fait penser à autre chose. Je vais faire voilà, super. C'est là où tu peux laisser un petit temps et faire passer un truc. Tu vois, je vais demander il est parti à la guerre, elle l'a pas vu. Laisse ce petit désespoir passer dans ce petit temps et je repasse. Non, mais tout s'est bien passé et je repasse au-dessus. Pour lui plaire, je m'étais acheté une jupe en soie et une veste gancée de chez Chanel. Je lui ai demandé s'il avait remarqué pour le living ce qu'il pensait de ma nouvelle tenue. Il devait penser à autre chose. J'avais fait remarquer que ses lunettes étaient cassées et qu'il faudrait penser à les changer. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Je lui ai même proposé d'éloigner les enfants. Je suis sa femme, vous comprenez, et... Faut que je sois seul. Mon parfum, j'aurais tant voulu qu'il le reconnaisse. Qu'il m'embrasse sur la nuque, qu'il m'entraîne dans notre chambre. Je me souviens, il était face à son bureau, il devait être le soir parce que les enfants étaient déjà couchés. J'ai soulevé ma jupe et je suis venue m'asseoir sur ses genoux. Je sentais le souffle de sa bouche qui se refusait à la mienne. Je t'en supplie. Non, Fanny. Mais t'as besoin de te reposer, mon chéri. On dit de moi que j'ai parfois une voix radiophonique. Je déteste alors ma voix. Je suis pas si naïve. Je sais que les gars sont folles. J'aurais voulu qu'ils me racontent, qu'ils se mettent à pleurer. Ça. Que mon héros se mette à pleurer sur mon épaule nue. À cet instant, j'aurais tant voulu sentir nos souffles, redevenir son amour de Fanny et me lever comme avant. Mais je l'ai laissé. J'ai veillé scrupuleusement à ce que les enfants ne le dérangent pas. Il y avait des journalistes à Richmond, de Virginie et même de toute l'Amérique qui le réclamaient. Je lui ai dit, Georges, il y a des journalistes. Il m'a répondu sèchement. C'est fini, Georges.
comme je ne comprenais pas, il m'a dit... Maintenant, je m'appelle Little Boy. T'es encore fatigué, mon pauvre chéri. Il a haussé les épaules. Alors, je lui ai montré ses nouvelles lunettes avec de nouveaux verres. Il m'a regardé avec ses lunettes réparées. Il a regardé nos enfants comme s'il les découvrait, comme... voilà, Candy, Angela. Angela qui va avoir 2 ans et demi. Georges Junior dans son petit couffin. Candy, Angela et Georges Junior. Il a eu l'air de regretter ses anciennes lunettes, celles qui étaient cassées. Surtout quand je lui ai dit, tu as vu les dessins de Candy comme ils sont beaux? Ma poupée, montre à ton papa. Ça, a dit Candy, c'est pas un oiseau, mais l'Enola Gay, l'avion bombardier de mon papa. Et là, sur ton dessin? En bas, là, c'est tout rouge. La petite s'est arrêtée net de commenter son dessin quand elle a vu son père appuyer très fort sur le verre de ses lunettes, puis sur l'autre verre avec toute la pression de son pouce. Le même craquement lent pour chaque verre. La même destruction méticuleuse. Et derrière ces lunettes qui venaient de briser, à l'instant, devant nous, il y avait maintenant 2 yeux bizarrement étoilés. Ok, super. On va se reprendre une partie. Elle lui en veut aussi de ne pas réagir comme ça. D'accord. Faut qu'on sente à un moment donné, même physiquement, mais tu vas te réveiller, tu vas te bouger. Ouais. Et mince, il y a des gens et je suis obligé de me reprendre. Mais tu peux à des moments plus lâcher ton désespoir. Et mince, il y a des gens et je suis obligé de le reprendre. Mais, d'accord, ok. donc je vais Je reprends à mon parfum, tu vois. Ouais. D'accord. Tu vois, je t'en supplie, des moments comme ça. Ah mince, il y a des gens, je suis obligé de me reprendre. D'accord. Ce qui va lui faire monter l'émotion. Ok. Mon parfum, j'aurais tant voulu qu'il le reconnaisse. Qu'il m'embrasse sur la nuque, qu'il m'entraîne dans notre chambre. Je me souviens, il était face à son bureau et ça devait être le soir puisque les enfants étaient déjà couchés. J'ai soulevé ma jupe et je suis venue m'asseoir sur ses genoux. Je sentais le souffle de sa bouche qui se refusait à la mienne. Je t'en supplie! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Non, Fanny. T'as besoin de te reposer, mon chéri. On dit de moi que j'ai parfois une voix radiophonique. Je déteste alors ma voix. Là, je suis pas si naïve. Je sais que les guerres sont folles. J'aurais voulu qu'ils me racontent, qu'ils se mettent à pleurer. C'est ça, que mon héros se mette à pleurer sur mon épaule nue. C'est ça, continue, on te l'a volé, ils te l'ont tous volé. C'est le héros de tout le monde, on parle de tout le monde et tu n'as plus ton âme. Elle en veut à cette armée de lui avoir volé son âme. C'est un héros, mais c'est plus le tien. J'aurais voulu qu'il me raconte et qu'il se mette à pleurer. C'est ça, que mon héros se mette à pleurer sur mon épaule nue. À cet instant, j'aurais tant voulu sentir nos souffles, redevenir son amour de Fanny et me lever comme avant. Mais je l'ai laissé. J'ai veillé scrupuleusement à ce que les enfants ne le dérangent pas. Il y avait des journalistes de Richmond, de Virginie, même de toute l'Amérique, qui le réclamaient. Je lui ai dit, Georges, il y a des journalistes. Il m'a répondu sèchement. C'est fini, Georges. Comme je ne comprenais pas, il m'a dit... Maintenant, je m'appelle Little Boy. Alors, c'est juste très bien, parce que c'est super, hein, vraiment, tout ce que tu amènes comme ça, tout de suite. Dans la pièce, il y a toujours ce passage du récit au public au réel. Ouais. Donc, fais vraiment, au moment où tu repasses sur lui, comme si tu... clac, comme si tu revivais la scène, tu vois, et après tu reviens. Donc, reprends juste un tout petit peu... il y avait des journalistes pour lui poser la question, comme je ne comprenais pas, il m'a dit... tu vois, pour passer vraiment... Ouais, reprends là. Il y avait des journalistes de Richmond. Il y avait des journalistes de Richmond, de Virginie, même de toute l'Amérique, qui le réclamaient. Je lui ai dit, Georges, il y a des journalistes. Il m'a répondu sèchement. C'est fini, Georges. Comme je ne comprenais pas, il m'a dit, Maintenant, je m'appelle Little Boy. t'es encore fatigué, mon pauvre chéri.
Il a haussé les épaules, alors je lui ai montré ses lunettes avec de nouveaux verres. Il m'a regardé avec ses lunettes réparées. Il a regardé nos enfants comme s'il les découvrait. Candy, Angela, le petit qui va avoir 2 ans et demi, Georges Junior dans son couffin. Candy, Angela et Georges Junior. Il a eu l'air de regretter ses anciennes lunettes, celles qui étaient cassées. Surtout quand je lui ai dit « Tu as vu les dessins de Candy comme ils sont beaux ?» Ma poupée, montre à ton papa tes dessins. Ça, a dit Candy, ça c'est un oiseau, mais c'est pas un oiseau, c'est l'Enola Gay, l'avion bombardier de mon papa. Et là, sur ton dessin? Et ben en bas, là, c'est tout rouge. La petite s'est arrêtée net de commenter son dessin quand elle a vu son père appuyer très fort sur un verre de ses lunettes, puis sur l'autre, avec toute la pression de son pouce. Le même craquement lent pour chaque verre, la même destruction méticuleuse. Et derrière ces lunettes qui venaient de briser, à l'instant devant nous, il y avait maintenant 2 yeux bizarrement étoilés. Ok. Tessa, tu vas nous lire Margaret Douglas avec Pierre qui va nous faire Henry Douglas. La scène 7, page 21. En fait, je suis désolé, c'est un personnage qui boit aussi comme l'autre. Ah oui, Vraiment, c'est comme il y a un moment qui ne boit pas, cherche l'erreur. Et donc elle est... C'est la voisine qui regarde toujours tout ce qui se passe. Ouais. Et donc on imagine qu'elle est la nuit au bord de sa fenêtre. Et, voilà. Ouais, Et c'est vrai. elle raconte et voilà. Au bord de sa fenêtre la nuit avec ces maisons américaines où il n'y a pas de barrière entre les voisins et où on voit tout ce qui se passe tout le temps. D'accord. D'accord. Et lui il est un peu en retrait par rapport à elle. Il supporte sa femme et il intervient, tu vois, ici, ouais. Tu te mets un peu en retrait. Ok. Greta miaulait de concupiscence car c'est une chatte concupiscente. Greta ne dormait pas, elle était en chaleur et dès qu'elle sentait un mâle, n'importe quel mâle, même d'une autre race, même un chien, Henri prétendait que la présence de Samson, notre poisson rouge, suffisait à la plonger dans un état de transe. Aujourd'hui, Samson est enterré au fond du jardin sous une petite croix, mais Greta a toujours une incroyable libido, donc cette nuit-là, elle nous empêchait de dormir. Qu'on la bâillonne, qu'on la ligote comme un gigot et qu'on la passe à la broche. Alors je me suis levée, j'avais pourtant pris mes somnifères et les 3 gémulifères et la pastille rose pour le cœur. Je pensais en profiter pour me servir un réconfort, pourquoi pas un petit alcool. Chez moi, je me dirige comme une somnambule. J'ai été jusqu'à la cuisine pour consoler Greta et mes sandalettes faisaient clap, clap, clap sur le carrelage. Mais non, ma minette, on ne te passera pas à la poche. Papa plaisantait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter en grinçant des dents. Oh, saleté de nymphomane. La nuit était claire et je n'avais pas allumé. Au moment où j'allais ouvrir la porte du réfrigérateur, j'ai senti comme une présence dans la nuit. Un rôdeur peut-être. D'ailleurs, Greta s'était remise à miauler en se roulant sur le dos. Il devait y avoir un mâle dans les parages. Greta ne s'était pas trompée. On aurait dit un singe à lunettes ou une espèce de Jésus mal foutu. Mais que faisait-il sur le toit des voisins? Un grand monsieur tout entier, le sexe à l'air, et plutôt bien membré, très blanc dans la nuit. Il était allongé, nonchalamment, avec toute sa peau d'homme. Et je me suis demandé, il bronze ou quoi? Je lis beaucoup de romans, je cherchais ce que ce type pouvait faire là, tout nu, sur le toit.
à une heure de la nuit avancée. Ce n'est pas un métier de se balader comme ça ne se fait pas. Un original, un fou, un violeur. Pour m'aider à percer l'énigme, je me suis rincé la bouche de Bourbon. Henri ronflait, presque aussi fort que Greta peut miauler. Je ne peux décidément pas compter sur lui. Je suis revenue à la fenêtre, armée de mon fusil et mes besicles sur le nez. L'exhibitionniste posait toujours sous les étoiles. Ça m'aurait vraiment gêné de lui tirer dans les fesses. J'attendais que l'homme se retourne, ce qu'il a fait. C'est alors que j'ai reconnu notre cher et victorieux voisin, George Kane, le héros, en personne, tout nu, tout cru, et sans son slip. Alors, comme je suis une patriote, je me suis mise au garde à vous. Et même que j'ai joué en sourdine l'hymne américain en soufflant dans le goulot de la bouteille de Bourbon. Monsieur Kay, ah ça alors. Eh oui, Margaret, je te crois, bien sûr. Et tout en répétant... Ça alors, ça alors. Il aurait sournoisement lorgné vers le Bourbon. Tiens, ça a baissé. Voilà pourquoi j'ai préféré ne pas en parler à Henri. Ok, super. On va se rajouter une petite idée qu'on sentait déjà. Hein, moi, je dis toujours que mon métier, c'est de tirer des filets. C'est-à-dire que vraiment, voilà. Là, je me dis que ça peut être encore plus drôle si elle a pas de... ça fait très longtemps qu'elle n'a pas couché avec son mari. Et que tout d'un coup, au moment où elle va le voir, c'est ce frisson qui va la prendre encore plus. Ça lui en fait beaucoup. Et l'objet de le tempérer avec ce puritanisme américain. Et en même temps, elle trouve ça génial. Vraiment, un homme, ça ne se fait pas de se balader. Ah, s'il pouvait continuer, ce serait super. Et donc, tu vois, prise entre ce... Ah, voilà. Ça fait du bien de voir un bel homme nu. Voilà, ça fait du bien de voir un bel homme nu. Parce que ce n'est pas tous les jours fait. Et ça fait... Non, pour avoir partagé l'éloge avec Pierre Azéma, il est très bien nu. On parlait de Pierre Azéma. D'accord. Voilà. Je ne connais pas Pierre. On se le reprend, ouais. Et en plus, dès le début, on va se reprendre dès le début. Ah, d'accord. Et en plus, tu sais, je pense que je le découvre en même temps que toi aussi, hein, mais le miaulement d'un chat, tu sais, il y a un truc, il y a un truc à la fois sensuel et énervant, quoi. Une miaulette concupiscence, il dit bien ça, ces mots-là, et moi, pendant ce temps, ça fait des mois que j'ai pas eu de plaisir charnel, et j'entends ce chat qui est comme ça. Oh putain, et elle a l'air d'être bien, de prendre du plaisir, et moi j'arrive, d'autant plus l'arrivée de cet homme nu. Et au moment où, et revois-le vraiment, tu sais, le piano, vois-le vraiment dans le... Voilà. En plus, il dit, il est tout blanc, tu vois, il est tout blanc, alors imagine, voilà, dans noir, c'est... D'accord. Greta miaulait de concupiscence, car c'est une chatte concupiscente. Greta ne dormait pas. Elle était en chaleur dès qu'elle sentait un mal, n'importe quel mal. C'est bien, essaie de le poser un peu moins. D'accord. De vraiment, elle, cette pute. Ah d'accord. Putain, elle, moi, en plus, je peux même pas dormir. D'accord. Moi, t'aimerais bien pas dormir, tu vois. Ah oui. Ah, t'aimerais bien, s'il pouvait me réveiller la nuit, j'aimerais bien pas dormir. Donc elle ne pose pas autant, tu vois. D'accord, ok. Ah, fait chier, moi si je pouvais être comme elle. Greta miaulait de concupiscence car c'est une chatte concupiscente. Greta ne dormait pas. Ah, elle était en chaleur et dès qu'elle sentait un mal, n'importe quel mal, même d'une autre race, même un chien. Henri prétendait que la présence de Samson, notre poisson rouge, suffisait à la plonger dans un état de transe. Aujourd'hui, Samson est enterré dans le fond du jardin, sous une petite croix, mais Greta a toujours une incroyable libido. Donc cette nuit-là, elle nous empêchait de dormir. Qu'on la bâillonne. Hein, qu'on la ligote comme un gigot et qu'on la passe à la broche. Alors je me suis levée. J'avais pourtant pris mes somnifères, hein, et les 3 gélules vertes et la pastille rose pour le cœur. Je pensais en profiter pour me servir un réconfort. Enfin, pourquoi pas un petit alcool. Chez moi, je me dirige comme une somnambule. J'ai été jusqu'à la cuisine pour consoler Greta, qui mes sandalettes claquaient sur le carrelage.
Mais non, ma Minette, on ne Super. passera pas à la broche, va. Je rajoute juste un truc avec l'accessoire. Ouais. Tu sais, parfois, comme les gens qui boivent beaucoup, qui osent ou pas aller prendre la bouteille. Et donc, on a cette bouteille qui est là, tu la vois, et est-ce que je vais oser aller jusque la prendre? Tu vois, elle est là, et jusqu'à la fin, toi, Pierre, tu pourras lui enlever et la prendre d'ailleurs. Tu vois, mais ce jeu qu'on a souvent, c'est voilà, c'est cette tentation. Elle est là, j'en ai envie, je la prends pas, j'y vais pas. D'accord. Tu vois, c'est très juste en plus de te lever à ce moment-là, et tu sais qu'elle est là, c'est cet objet, est-ce que je vais aller jusqu'à... Et elle va se trouver toutes les excuses pour boire. Finalement, j'ai vu un homme nu, j'ai soif, il faut que je me mette le bourbon. Chez moi, je me dirige comme un somnambule. J'ai été jusqu'à la cuisine pour consoler Greta. Mais non, ma Minette, on ne passe pas la broche. Papa, il plaisante. Bon, j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter en grinçant des dents, saleté de nymphomane. Bon, la nuit était claire, je ne l'avais pas allumé, et au moment où j'allais ouvrir la porte du réfrigérateur, j'ai senti comme une présence dans la nuit. Un rôdeur, peut-être. D'ailleurs, Greta s'était remise à miauler en se roulant sur le dos. Il devait y avoir un mâle dans les parages. Greta ne s'était pas trompée. On aurait dit un singe à lunettes, ou une espèce de Jésus mal foutu. Mais que faisait-il sur le toit des voisins? Un grand monsieur tout entier, le sexe à l'air, et plutôt très bien membré. Très blanc dans la nuit. Il était allongé nonchalamment, avec toute sa peau d'homme. Et je me suis demandé, il bronze ou quoi? Je lis beaucoup de romans, je cherchais ce que ce type-là pouvait faire là, tout nu, sur le toit, à une heure avancée de la nuit. Ce n'est pas un métier de se balader, non? Je veux dire comme ça, quoi, ça ne se fait pas. Un original, un fou, un violeur. Pour m'aider à percer l'énigme, je suis allée me rincer la bouche. Un petit bourbon. Henri ronflait presque aussi fort que Greta peut miauler. Je peux décidément pas compter sur lui, jamais. Je suis revenue à la fenêtre armée du fusil et mes vésicles sur le nez. L'exhibitionniste se posait toujours là. Waouh, sous les étoiles. Ça m'aurait vraiment gêné de lui tirer dans les fesses. J'attendais que l'homme se retourne. Ce qu'il a fait. C'est alors que j'ai reconnu notre cher et victorieux voisin, George Kane, le héros, en personne, tout cru et sans slip. Alors, comme je suis une patriote, je me suis mise au garde-à-vous, même que j'ai joué en sourdine l'hymne américain. En soufflant dans le goulot de la bouteille à bourbon. Eh oui, Monsieur Kane. Oh, ça alors. Mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je te crois. Et tout en répétant. Ça alors, ça alors. Et l'oreille sournoisement lorgnée vers le bourbon. Tiens, ça a encore baissé. Voilà pourquoi j'ai préféré ne jamais parler en Henri. Ok, merci. On va se faire la scène 10, page 28. Caroline, tu vas faire Monsieur Martin, mais c'est pas grave, c'est le directeur de... C'est un instituteur. Tu vas faire Wendy Peterson. Et on a également Georges Olivier Kane qui est... là, on va mettre le violoncelle au centre. Viens. On est pas mal avancé dans la pièce. On est peut-être aux 3/4 de la pièce. Et Olivier, du coup, je voudrais que
tu ne te déscotches pas du violoncelle à ce moment. Tu restes, tu peux te mettre, tu restes, t'es avec. Fais attention à l'archet quand même, mais un accident évite à la tête, tu vois. Mais il est proche, tu peux rester derrière, il est proche. Et on est censé être dans une salle de classe où ils accueillent les enfants. Donc imaginez que la salle de classe, les enfants, c'est le public. Voilà, et vous le présentez. Donc vous présentez fièrement George Kane, le héros de Nation. Vous êtes là tous les deux. D'accord. Ok. Et tu joueras. Moi je fais à cet instant. Je vais survoler. Moi, je suis Les enfants, ok. Bon, Amandé dit qu'il est chaud, mais je sais pas quoi, mais on s'en fout. Tu vois. Pas d'accessoires. Voilà, non, pas d'accessoires. Je m'étais engagée à ce que sa venue reste confidentielle. Il avait donc accepté de rencontrer la classe de sa fille pour nous parler d'Hiroshima. Oui, monsieur Kane, vous pouvez compter sur ma discrétion, c'est entendu. Aucun officiel. La presse ne sera pas prévenue. Candy Kane est scolarisée dans la classe de Mademoiselle Peterson, ce qui est une chance formidable pour la réputation de notre établissement. Je suis une fan, m'avait prévenu Wendy Peterson de sa voix suraiguë. Depuis que je sais que Monsieur Kane va venir, je ne mange plus, je ne dors plus. Monsieur Kane, c'est un honneur, je vous assure. Je serrai la main de l'homme le plus célèbre de Virginie. J'avais mis mes habits... Pas de voix, en fait. Ah, tu vas s'élever. D'accord. Monsieur Kane, c'est un honneur, je vous assure. Je serrai la main de l'homme le plus célèbre de Virginie. J'avais mis mes habits du dimanche. Je devais être beau comme un mormon qui fait du porte-à-porte. J'avais aussi ma bouille ronde et ma calvitie, mais ça... Mademoiselle Peterson s'est précipitée vers lui. Elle était surexcitée. Oh, notre héros, en chair et en os. Impressionnés, les enfants se sont levés quand Monsieur Kane est entré dans la classe. Mademoiselle Peterson a écrit sur le tableau « Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Kane ». Et la classe, à l'unisson, s'est exclamée « Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Kane ». Je crois que quelques enfants ont des questions à vous poser. Jérémy, avant d'aller au Japon, comment vous avez fait pour tuer Hitler? Très bien, Jérémy. Très bonne question. Une petite fille a levé la main. Pourquoi vous avez des lunettes cassées? On dirait que vous vous êtes battu avec plein d'araignées. Billy, tu lèves la main. Pose ta question à Monsieur Kane. Est-ce vrai que les Japonais mangeaient des soldats américains? Roast beef. Un bout de roast beef. Il ne manquait pas d'humour. Vraiment, ai-je pensé, quel gentleman. Comme vous le savez, je suis le papa de Candy. George Kane. Telle était mon identité. Mais je suis mort le 6 août de cette année, à Hiroshima. Je me suis épongé le front, je n'y comprenais rien. Mademoiselle Peterson, qui m'avait rejoint au fond de la salle et venait de s'asseoir à côté de moi, défaillait. J'ai peur, monsieur le directeur. Il me fait peur. Il a continué froidement avec la même détermination. L'homme que vous avez devant vous s'appelle désormais Little Boy. Comme la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Les enfants. Imaginez. Moi, je suis l'avion. Dans un instant, je vais survoler l'école. Et il s'est pris pour cet avion. Un bombardier lourd gonflait ses joues et lui, le héros de Richmond, il s'est mis à bondir. Touché au cœur, yeux révulsés, les enfants s'écriaient « Mort! Je suis mort !» Et ils s'écroulaient sous leur pupitre. Tous ces cadavres dans la classe, le jeu devenait terrifiant. Il faut arrêter Hiroshima. Bien, très bien. Là là où je trouve vraiment c'est un bel auteur, Jean-Pierre Canet, c'est qu'il arrive à mettre de la comédie au milieu de ce drame et de ces questionnements. Et je pense qu'on peut verser un peu plus dans une folie, Olivier, au moment où il s'adresse. On est loin dans la pièce
il est allé plus loin dans sa psychose et n'aie pas peur de faire plus peur aux enfants. Il veut leur D'accord. passer un message, il leur passe mal. Et aussi l'avion, Ah oui, c'est et pareil. il peut faire l'avion. C'est un truc de- Il leur passe faire un l'avion. message, mais il leur passe mal. Ouais. Non, mais quand on dit c'est pris pour un avion et tout ça machin, je pense Oui. que c'est ça, il faut. Ah oui, bien sûr. Il faut aussi, Tu peux y aller, exactement. On va reprenons. Je crois que quelques enfants ont des questions à vous poser. Oui, ok. Ok. Je crois que quelques enfants ont des questions à vous poser. Jérémy, avant d'aller au Japon, comment vous avez fait pour tuer Hitler? Très bien, Jérémy, très bonne question. Une petite fille a levé la main. Pourquoi vous avez des lunettes cassées? On dirait que vous vous êtes battu avec plein d'araignées. Ah, Billy, tu lèves la main. Pose ta question à Monsieur Kane. Est-ce vrai que les Japonais mangeaient des soldats américains? Roast beef. Un goût de roast beef. Il ne manquait pas d'humour. C'est très bien, elle ne comprend pas et tu la forces à rire. Toi, tu ris pour détendre. Vas-y, ris toi aussi. Elle rit, elle ne comprend pas pourquoi. D'accord. Billy, tu lèves la main, pose ta question à Monsieur Kane. Est-ce vrai que les Japonais mangeaient des soldats américains? Roast beef. Un goût de roast beef. Il ne manquait pas d'humour. Ah, vraiment, et je pensais quel gentleman. Comme vous le savez, je suis le papa de Candy. George Kane. Telle était mon identité. Mais je suis mort le 6 août de cette année. À Hiroshima. Je me suis épongé le front, je n'y comprenais rien. Mademoiselle Peterson, qui m'avait rejoint au fond de la salle et venait de s'asseoir à côté de moi, défaillait. J'ai peur, monsieur le directeur. Il me fait peur. Et il a continué froidement avec la même détermination. L'homme que vous avez devant vous s'appelle désormais Little Boy. Little Boy, comme la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Les enfants, imaginez, moi je suis l'avion. Dans un instant, je vais survoler l'école. Et il s'est pris pour cet avion. Un bombardier lourd gonflait ses joues. Et lui, en étourdissement, il s'est mis à courir. Touché au cœur, surélupté, les enfants s'écriaient « Mort! Je suis mort !» Et ils s'écroulaient sous leur pupitre. Tous ces cadavres dans la classe, le jeu devenait terrifiant. Il faut arrêter Hiroshima. Voilà, super. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette phrase, il faut arrêter. Merci beaucoup Maëlys. Elle fait un très joli spectacle Maëlys au Théâtre Notre-Dame à 18h, voilà, sur Offenbach notamment. Merci beaucoup. Merci à Tristan.